Ciao ragazzi, comment andiamo? Comment ça va? Bon écoutez, vous avez vu, je vous ai écouté, je me suis lancé, mon première vidéo YouTube. Moi, dans ma tête, j'en conseille toujours un peu de faire les voitures, les trucs, partager des moments magnifiques avec vous, des expériences avec vous. Alors, je demande, s'il vous plaît, vraiment de me donner un peu de conseils dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos avec des autres youtubeurs et je partage avec eux des moments en voiture, quand je fais des événements avec du monde magnifique, avec des endroits magnifiques, avec des voitures spéciales. Vous savez très bien que moi, je fais toujours mes vidéos avec des voitures pas trop communes, pas que tout le monde utilise, et on continuera sur ça. Mais non seulement, moi, je voudrais partager des vrais moments avec vous. Ça veut dire peut-être que moi, je me déplace, je viens chez vous, on fait des vidéos ensemble, sans être besoin d'être des grands youtubeurs, sans avoir besoin d'être des grands personnages, mais être des grands passionnés comme on est nous. Voyez, je voudrais partager tout ça avec tout le monde. Merci à vous, je suis devenu quelqu'un de la région et je voudrais faire la même chose sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et aussi tous les autres réseaux, le lien que vous connaissez en bas, vous verrez, et le TikTok et l'Instagram. Et merci beaucoup. Grazie ragazzi, grazie mille. J'étais gamin, hyper passionné de voitures et le rêve, la voiture. Une cuisine, le fiancé à ma cuisine, il me ramène, j'avais 10 ans je crois, un rallye en Piémont qui s'appelait il 100.000 Trabucchi. Il me ramène avec sa Lancia Stratos et là je me le souviens, je me le rappelle comme c'était hier, toute la route qu'on a fait ensemble, et je crois que là j'ai découvert que j'avais quelque chose pour la voiture, une maladie incroyable, une passion folle. Et j'en commençais, les voitures radiocommandées, j'en commençais, je veux les faire, j'achète une voiture radiocommandée, le mec il me fait un super prix parce qu'il n'avait pas la notice de montage et il me fait comme un cadeau, la voiture il me la vend à moins de prix d'affiché, moi j'achète et j'arrive chez lui quelques jours après avec la voiture montée et le mec il dit c'est pas possible, comment t'as fait monter la voiture, il n'avait pas la notice, non j'ai tout monté et le mec il dit écoute, à la fin on a fait un accord commercial. Il me demande, tu veux pas travailler avec moi? C'était les fêtes de Noël, il avait besoin de beaucoup de main d'œuvre pour monter les voitures radiocommandées qu'il vendait. Il me dit, tu veux pas m'aider un peu? Il me dit, oui, je peux t'aider, mais en contrepartie, je veux que tu me payes avec des pièces détachées ou moi je puisse monter mes voitures. D'accord? Et là, ça a commencé comme ça. La passion, c'est parti avec les voitures radiocommandées. Et après, mon rêve, c'était le karting. Mon cousin, il faisait du karting avec les cartes à vitesse. C'était mon rêve. Il m'avait jamais fait conduire parce que le kart, j'étais petite, j'avais 12-13 ans et je peux pas faire, j'avais pas les moyens. Mon père il me disait toujours, je veux pas te donner l'illusion parce qu'on peut pas se le permettre et tout ça. J'arrête d'aller à l'école, j'aille à travailler. À 12 ans et demi, j'en commence à faire les marchés pour mon compte, avec un chauffeur qui me conduit le camion tous les matins. J'en commence avec mon papa. Après, mon papa, il arrête, il me laisse tout seul avec un chauffeur et lui, c'est me faire qu'à la vente à l'engros. Et là, j'en commence à économiser de l'argent pour faire du karting. Un jour, avec mon père, on va chez un fournisseur à lui, que son fils, il faisait de l'F3. Il avait un karting. Je récupère le karting, je convainc mon père à me faire acheter avec mon argent propre, c'est pas lui qui me l'a payé, avec mon propre argent que j'avais mis de côté, je convainc mon père à m'acheter le karting, j'achète le karting et on le ramène à la maison. Après, nous, on habitait à 35-38 km le circuit de Mondovì. C'était un circuit karting et personne ne m'a ramené là-bas. Alors, je fais un accord avec le monsieur de karting de laisser mon karting tout le temps là-bas. J'en commence à rouler en karting, je roule. Et à un certain moment, le mec, il me dit, Raoul, il faut que tu commences à courir. Moi, j'ai dit, j'ai pas les moyens pour courir, je peux pas le faire. Non, on organise, tu cours ici, c'est comme rouler tous les jours. On trouverait les moyens que tu mets 4 pneus neufs et tu commences à faire tes courses. Je me dis, pourquoi pas? Et comme ça part à la première course et je fais un super résultat à la première course. Je crois que j'arrive deuxième ou troisième, je me rappelle plus. Je parte deuxième et je finis quatrième au départ parce que tout le monde me passe. Après, je remonte et j'arrive deuxième. Doublant dans un lacet à l'extérieur, côte à côte avec le champion régional en cours. Et il y avait le superviseur de la commission XAI qui s'appelait Commendator Truffaut, qui c'était un pilote à l'époque. Déjà là, il était à la retraite parce qu'il avait déjà 65 ans. Et le mec, avec le mec du circuit, que j'avais un petit sponsor en face du karting, piste à sprint Mondovì, c'est lui qui m'avait aidé à faire ma première course, c'est lui qui m'avait payé mes 4 pneus. Et là, ils ont dit, maintenant, il faut le faire courir dehors de la piste pour voir si vraiment, c'est pas que c'est que l'habitude à rouler tout le temps sur le circuit.
Et comme ça, il me ramène à un circuit di Grugliasco, il me ramène à courir là-bas. Je pars avec un copain qui s'appelait Piero Fina, qui faisait des karting. On charge le karting dans sa Fiat 132 Berlin, il met son karting sur le toit, mon karting derrière, et on part, on va faire ma première course dehors de là. Et je fais de nouveau deuxième ou troisième, je gagne la course, je ne me rappelle plus, c'était vraiment tout au début, mais je crois deuxième, troisième de nouveau de ma catégorie 5 nationale. Et bon, le truc qui part, et on revient, et le commandateur Truffaut, il en commence à parler tout le monde à Rome, à la commission sportive automobilistique. Au bout de 4 courses, je suis devenu pilote de la fédération. Pilote de le Club Azzurro. Le Club Azzurro, ils étaient 40 pilotes italiens, 20 par junior et senior, 20 juniors et 20 seniors, qui allaient les premières 10 à représenter l'Italie dans le monde entier, dans les courses. Et comme ça, c'est parti, je deviens pilote de le Club Azzurro, c'était un peu les 20 top pilotes juniors et les 20 top pilotes seniors italiens, qui faisaient des courses contre eux toute l'année, 4 ou 5 courses toute l'année, et après, les premières 10, ils représentaient l'Italie dans le monde entier. Et là, c'est parti avec les kartings. Après, je gagne un volant pour faire des courses en Formula Feld Boxer et faire la Scuola Federale Exai monoplace, mais je voulais faire de rallye. Moi, je voulais faire de rallye parce que je n'avais pas les moyens pour faire de la monoplace, et j'ai dit, je veux faire rallye parce qu'un jour ou l'autre, je ferai de rallye. Et comme ça passe. À la fin, je convainc la commission sportive automobilistique italienne à me faire faire la Scuola Federale Exai Rally. Et je pars, j'aille à Rome à faire ça. Et là-bas, il y avait Lele Pinto. Lele Pinto, c'était un ex-pilote usine Lancia, champion européen de rallye, qu'il avait gagné avec la Fiat 124. Le groupe Fiat, il avait Lancia, il avait Fiat, s'alternaient tous les 3-4 ans, ils changeaient. D'abord, ils ont couru avec la Fiat, après ils ont couru Fiat 124, Fiat 131, après ils ont couru avec la Lancia Stratos, après ils ont couru avec la Lancia Delta S4, la 037, la Stratos. Ils faisaient les pilotes Fiat Auto SPA, ils couraient peut-être Lancia comme Fiat. Et là, j'ai connu Lele Pinto, qui c'est le premier, avec Mauro Pregliasco, qui après il m'a géré, qui m'ont suivi, m'ont lancé dans les rallyes. Vous voyez, ils ont donné la possibilité de courir. Et ça a commencé tout là. Au début, il y avait une loi en Italie que le pilote, il ne pouvait pas conduire comment on dit, le jeune conducteur à l'époque de l'Italie. Tu ne pouvais pas conduire en voiture plus de 70 chevaux. Pour toute la vie, avant d'avoir une année de permis de conduire, d'accord? Parce que la licence aussi, moi j'avais une autorisation spéciale et j'ai commencé avant d'avoir une année de permis de conduire à faire les rallyes. Et j'ai commencé avec un Opel Corsa payé et donné par la commission sportive automobilistique italienne. Étant donné que cette voiture, moi et ma copilote, on faisait 93 kg à deux, 49 kg et 44 ailes, on avait un avantage énorme. Chaque fin de rallye, on finit à commission technique qui nous démontait totalement la voiture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il m'appelle la commission, il me convoque à Rome, il dit « Raoul, c'est pas possible de continuer comme ça. On dépense plus de remontage de voiture, parce que chaque fois, il remonte la voiture à zéro. On dépense de plus de démontage de voiture que de location de la voiture pour te faire courir. On ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on trouve une solution. » J'ai dit, écoutez, c'est très simple, on fait une chose, si vous êtes d'accord, à la place de me payer la location de la voiture, je cours avec la voiture de ma mère. Ma mère, elle avait la même voiture. Je la prépare pour le rallye et je cours. Dans tous les cas, le groupe N, c'est des voitures strictement de série et je cours avec la voiture de ma mère. Eux, ils me disent, Raoul, nous, on est tout à fait d'accord, on te paye à toi les 3 millions de lire, le correspondant des 1500 € d'aujourd'hui, on te les donne à toi. Les 1500 € à course, on te les donne à toi, mais sache bien une chose, si tu ne gagnes pas ta catégorie chaque fois, on ne pourra plus t'aider, d'accord? On ne peut pas justifier l'effet qu'on t'aide. Je dis ok. Et on a préparé la voiture de ma mère, moi, mon copain Carlo, comme
Vous savez, avec moi, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il est avec moi depuis toute la vie. Et moi, Carlo et notre copain, on a fait quoi? On a préparé la voiture de ma mère. On est allé chez Opel, on a acheté le kit pour courir, on a acheté l'arceau, il te donnait un caisson avec tout dedans, l'arceau, la grille pour les phares, le pare-choc au-dessous, là pour pas que la truc de wheel il casse. On avait acheté tout ça et on a préparé la voiture de ma mère, les harnais, tout ça, avec les baquets de Sari. On n'avait même pas les baquets de Sari, tu peux découvrir un groupe N avec les sièges à carreaux de Sari. Et comme ça, on est parti, et la voiture s'est lancée, j'ai commencé avec l'Opel Corsa. L'année après, je suis passé avec la Uno Turbo. Et vu déjà les résultats de la première course de la Uno Turbo, ils m'ont tout de suite aidé tout le monde parce qu'à notre époque, il y avait beaucoup d'aide. Tout le monde y voyait un jaune, il courait tout de suite l'aider. C'était un championnat monomarque où tu gagnais des primes. Je courais, je gagnais de l'argent, je pouvais continuer à courir la course après. Et en 1990, Sartori Luigi, qui c'était le gérant de le team Eurosport, qui venait de le créer. Avant, c'était le mec qui faisait les voitures pour la 4 Rombi. Il venait de se séparer entre les 4 Rombi et Sartori. Et lui voulait démontrer que la 4 Rombi, il avait tout gagné, parce que en réalité, c'était lui. C'était pas la 4 Rombi même, mais la 4 Rombi, c'était qu'une écurie. Mais qui faisait les voitures, c'était Luigi Sartori. Et personne ne parlait jamais de Luigi Sartori, tout le monde ne parlait que de la 4 Rombi. Alors il m'embauche, comme on dit, oui, il me prend de moi, il prend de moi la femme qui est devenue mon première épouse et la mère de ma fille Clarissa, que cette année-là, quand moi j'ai gagné le championnat, disons, Exordia, elle a gagné le championnat féminin. Et après, au dernier moment, c'était pas prévu, mais au dernier moment, ils ont embauché aussi Piero Longhi, qu'à la fin, lui, ils ont fait gagner le championnat absolu. En réalité, au début, ils auraient dû gagner moi. J'étais dû concourir pour le championnat absolu. Mais le championnat absolu, à la fin, ils m'ont dit, c'est mieux qu'il le gagne lui, qu'il a 4 ou 5 ans plus de toi. Tu gagnes Gesordian, c'est la même chose. Et comme ça, c'était, lui, il a gagné le championnat absolu. Moi, j'ai fait deuxième derrière lui et première des Gesordian. Et mon ex-épouse, première de féminin. On avait tout gagné. Eurosport, il a tout gagné. Plus que ça, c'était pas possible. Ensuite, l'ancien, il me fait faire le motor show de Bologna. Et il demande une autorisation à Mauro Preslesco avec la voiture que Gustavo Trelli faisait le championnat du monde. Il me fait faire ma première course avec l'ancien un groupe N. Il demande l'autorisation à Marlboro à pouvoir courir avec le logo Marlboro. Marlboro, il autorise, mais il envoie un superviseur. Tenant compte qu'en Italie, il n'y avait que 2 pilotes sponsorisés par Marlboro. Il y avait Mickey Biasion, 2 fois champion du monde, une fois parce qu'il n'avait pas encore gagné la deuxième fois. Il y avait Alessandro Fiorio, qui était champion du monde du groupe N de chasse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils me font faire le motor show de Bologna. Première course en groupe N. Il y avait le motor show de Bologna avec tous les groupes A, avec les grands champions, Mickey Biasion, Marco Alain, Cancunen, tous les grands champions de rallye, ils venaient à faire ça. Et après, il y avait le groupe N, disons, qui s'appelait Copaxai. Copaxai, c'était la coupe de la commission sportive automobile italienne. Il y avait tous les champions qu'ils avaient gagnés avec la Lancia Delta en Italie. Moi, j'avais jamais couru avec la Lancia, mais ils m'ont mis au milieu de tout le monde. Et au milieu de tout le monde, moi, j'ai gagné la course sans connaître la Delta, la première course. Et bon, là, c'est parti. Avec eux, j'avais signé déjà un pré-contrat avant d'aller à Bologna. Et là, on a gagné la course, c'est parti. Après 1991, j'ai couru groupe N. J'ai fait plusieurs courses, je faisais un peu de courses partout. Moi, j'avais pas un programme vraiment précis. Je faisais des courses de championnat italien sur terre. J'ai fait quelques courses de championnat italien absolu. J'ai fait une course de championnat du monde. Ils m'ont fait faire l'Acropolis. C'était une expérience magnifique. Ah, c'était vraiment fantastique. Et cette année, j'ai même gagné. C'était la première fois qu'un pilote avec une Delta Group N, il gagne une course de championnat italien contre tous les groupes A aussi. J'ai gagné le Rallye d'Adria, première absolue devant tout le monde avec la Group N et j'ai battu aussi les groupes A. Et c'était magnifique, et là c'est parti, l'ancien. Et après l'ancien 92, fin décembre 92, il s'est retiré officiellement. Et moi, je me suis trouvé là un peu en difficulté, plus avec un programme aidé de l'usine. Alors, je suis encore resté là un an avec eux, à faire avec eux, mais je n'avais pas beaucoup de courses à faire. Ensuite, quelqu'un chez Audi Allemagne, Schmitter Motorsport, et Mario Sakamoto, il me convoque, il me dit, écoute Raoul, je dois faire un choix,
courir le championnat Italie sur terre avec l'Audi, Smith Motorsport, qui fait courir Sepp Haider dans le championnat du monde. Il veut s'installer en Italie, il veut faire courir un pilote. Et le choix, il est entre Pier Giorgio Deila, Gilberto Pianelezzola et toi. Si tu corresponds à ce qu'il veut, le choix sera direct fait avec toi. Et moi, je suis parti, je suis allé en Allemagne, chez Smith, ils m'ont fait faire des tests avec Sepp Haider et avec l'Audi, et qui couraient, ils ont tout de suite choisi moi, et moi j'étais hyper content, et j'ai représenté eux à courir, j'ai couru pour eux en Italie, 1994, avec l'Audi. On n'était pas hyper puissant, on avait beaucoup de problèmes de poids contre la Toyota de Pucci Grossi, et la Delta de Gregis et les autres pilotes qui couraient avec l'ancien, tu vois. Mais on a fait bien figurer. La dernière course, ils m'ont fait faire, parce que j'ai réussi le championnat du monde avec la Ford Escort de Vatanen. La dernière course, Vatanen et Fabrizio Pons. La dernière course du championnat italien sur terre, ils me l'ont fait faire avec l'Escort Cosworth en Sardaigne. C'était magnifique. En 1996, ils me contactent un cours italien, Ateneo Corset, Indy et Renault. Il cherche un troisième guide, il a déjà 2 pilotes, Renato Travaglia, plus champion italien, Nico Caldarora, il cherche un troisième guide, si tu veux venir, je te montre le programme, 95 tu seras le troisième guide, après tu montres comme il faut, Renato Travaglia il partira et tu peux devenir la première guide chez Renault dans le 96. Dit ok, parfait, on monte sur la Clio Groupe A, et là c'était extraordinaire, on a fait une saison magnifique, la voiture ça me collait parfaitement, de roues motrices, beaucoup de vitesse de virage, pas beaucoup puissant sur la ligne droite, mais c'était fantastique. J'ai fait quelques dégâts aussi, j'étais première à Aurélie de la Val d'Aoste avec 40 secondes sur le deuxième, 38, 37 sur Renato Travaglia, je me la suis mis sur la tête dans un lacet, et après j'ai fait deuxième une fois, troisième l'autre. J'étais tout le temps là, deuxième pour en seconde, Aurélie de Limone Piemonte, Aurélie de Saluzzo, pardon, 100.000 Trabucchi, j'avais changé le nom, et c'était une saison extraordinaire. Tout était parfait pour être le remplaçant de Renato qui quittait Renault et partir pour Peugeot. Et bon, et malheureusement, c'était magnifique 19 janvier, et je suis à Monaco, pour aller à Monza parce que j'étais moniteur à l'école de pilotage de Carlo Rossi. Je travaillais avec eux, j'avais un BMW de l'école. Je pars d'ici à 18h30 de Monaco, et je pars de Cuneo direction Cuneo pour aller voir ma fille avant d'aller à Monza. À l'endemain matin, j'avais commencé Monza, c'était un jeudi soir. Le vendredi matin, on a commencé l'école de pilotage, ils m'attendaient entre la nuit, et je suis parti d'ici à Monaco, 18h30, et après, vous avez vu la suite de qu'est-ce qui s'est passé, mon accident, je me suis arrêté là sur la route, là 1 an et demi pour revenir, et c'était la catastrophe. Renault m'avait permis de rentrer jusqu'à septembre, le fait que je ne suis pas rentré en septembre 96 parce que je n'étais pas garé, c'était ma fin d'avoir un contrat d'usine, la fin d'avoir la possibilité de courir avec des grosses aides économiques, et bon, 19 janvier, c'était la fin pour moi, niveau sportif. Et maintenant, avec cette vidéo, on repart avec ma renaissance. On va sur le lieu de l'accident. Je vous montrerai où il s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. On va voir ensemble. Moi aussi, je crois que je ne me suis jamais arrêté sur place à voir exactement où m'est arrivé l'accident. Je passe tout le temps, je passe sur la route, m'arrêter vraiment sur place et regarder où je suis fini. Je ne l'avais jamais fait et je veux le faire avec vous. Andiamo ragazzi. On verra, espérons un super année. Ouais. La santé d'abord, hein, parce que sinon, si on n'a pas la santé, on va dans aucun côté. On verra de se concentrer un peu aussi sur tout ce que c'est réseau, hein. Et comme on a dit, voilà, faire partir la chaîne YouTube, s'amuser un peu, partager un peu plus de bons moments avec tout le monde qui suit tout ça, tu vois. Et déjà faire les vidéos que tout le monde après puisse vivre avec moi dans la maison, qu'est-ce que j'ai vécu moi, que c'est des choses fantastiques. Faire partager les personnes, moi j'aimerais beaucoup ramener des personnes avec moi, tu vois. Ramener à vivre qu'est-ce que je vis moi le même moment. Et après aussi, comme j'avais dit, pour les enfants malades et tout ça, que moi je suis beaucoup, faire aussi quelque chose un peu plus pour eux, tu vois. S'investir un peu plus dans tout ça et pour pouvoir partager un peu tout ce que c'est ce domaine, le faire découvrir un peu à tout le monde. Tout le monde aussi aide un peu à
à améliorer la qualité de vie des gens. Et les vidéos qu'on ferait, on ne sera pas que sur YouTube, mais ce sera des vidéos, il y aura un peu plus de contenu sur Instagram, TikTok et tout ça. Et je vous invite à suivre. Hein. Qu'on partagera tous un bon moment, tous ensemble. Ça va être magnifique, ça va être extraordinaire. Comment on a au virage? Non, mais c'est folie, non, ce virage. Si j'avais 20 ans, tu me trouverais tous les soirs ici, t'inquiète pas. Ah oui, à 20 ans, tu passerais, je serais là. Je rentre, je sors, je rentre, j'étais sur la route comme ça, tu vois, je roulais tranquille. Et à un certain moment, j'arrive là, tu vois. Ça, c'est l'endroit fatidique. Maintenant, on ne le fait pas comme l'autre fois, hein, on le fait similaire. Hein. Tu vois, j'arrive ici, qu'est-ce que je fais moi? Comme tu peux voir là-bas, ils ont tout mis, ils avaient enlevé. Et moi, je me mets ici, comme ça, et je fais marche arrière pour aller faire pipi, tu vois. Pas savoir pourquoi, je fais marche arrière comme ça. Je fais marche arrière, et je regardais le côté gauche, et j'avais ouvert le côté droit. Et je suis fini dans le trou arrière. Toutes les voitures passaient sur la route et personne n'y voyait rien parce que tu vois, c'était loin. Le monsieur il se ferme à faire pipi là et il voit que la voiture était là, dans le trou. Et tout ça, il n'y avait pas que ça s'était rajouté après. Parce que moi, je faisais confiance au mur, tu vois. J'ai regardé le mur et bon, je suis tombé là. On regarde. Tu vois, la voiture est tombée sur le toit. Et personne ne peut pas la voir, tu vois. 30 ans exact aujourd'hui, hein. BMW 325i coupé, ouais, de l'école 94, je crois 95, c'était une voiture de l'école de pilotage que je travaillais, tu vois. C'était une voiture de propriétaire de BMW Italia et c'était de propriétaire de l'école de pilotage Carlo Rossi. Moi, je me rappelle pas grand-chose parce qu'après, j'ai vu un peu une grosse perte de mémoire. Je me rappelle qu'à un certain moment, j'avais un truc tout en aluminium sur moi. Je me rappelle que je faisais tout le temps comme ça, je tirais arrière mon scalp qui était ouvert, tu sais. Je me rappelle quand je me suis reprise, que j'étais encastré dans la voiture comme ça et j'entendais l'eau en bas, la rivière de l'eau, c'était terrible, il faisait un froid de fou, il y avait -9, pire qu'aujourd'hui, qui fait déjà froid, bah, l'autre fois c'était terrible. À l'hôpital de Monaco, je me rappelais le docteur qui me faisait la suture, je me rappelle l'attaque, le bruit de l'attaque. Et le reste, je me rappelle quand je me suis réveillé à une salle de réanimation. Alors le reste, je ne me rappelle plus. Le docteur qui ne voulait pas me donner le miroir parce que j'avais un drainage à la tête, il m'avait tout rasé, la grosse cicatrice qui fait le tour. Il disait à niveau psychologique, c'est pas, il faut attendre un moment, il faut que vous parlez avec un psychologue. Et à un certain moment, j'ai dit, écoutez, ne me fatiguez pas, je suis marié, j'ai un enfant, je m'en fiche. J'ai besoin de m'en sortir de tout ça. Et alors, ils m'ont donné le miroir et j'avais vu ma tête un peu bizarre avec tout le bleu qui descendait sur moi. C'était pas facile. 19 janvier 96, on passait 30 ans, c'est incroyable. Et c'était vraiment, comme disons, le changement de ma vie, tu vois. Le recommence à zéro. Et avant que je me suis rendu compte de ça, ça passait un moment. Parce que quand je me suis aperçu de la perte de vue de l'œil gauche, la perte de champ visuel, je ne croyais pas que ça aurait mis autant de temps pour revenir. Et là, on a recommencé 2 € total. Je suis resté hospitalisé. J'ai signé pour sortir au 18e jour. Putain, il y a un vent de fou aujourd'hui. Hein. Il fait froid. Hein. Je connais quelqu'un qui me dit, j'ai pris un local pour faire des voitures, ma femme, il n'aime pas Monaco, je suis obligé de rentrer en Italie. Si tu veux, je te le laisse à toi. Moi, je dis, oh, ça ne m'intéresse pas, moi. Ah, le mec, il m'appelait, il m'harcelait un peu, tu vois. Un jour, à côté de mon garage, où il y a aujourd'hui mon garage, à l'époque aussi, il y avait la gare de Monaco. Il était juste à côté. Avenue Prince-Pierre, la Condamine, il y avait la gare. Tu vois, et moi, qu'est-ce que je fais? Un jour, je suis là, que j'accompagne quelqu'un après le train pour remonter à Paris. Le mec, il m'appelle. Je réponds au téléphone, j'ai dit, écoute, ok, je chercherai de venir voir ton local, t'inquiète pas, mais pour le moment, je suis là à Monaco, j'ai pas le temps parce que je suis à Monaco à la gare et je dois quelqu'un qui repart à Paris et moi je dois retourner à Monza. J'avais repris à travailler avec l'école de pilotage. Non seulement repris, c'était le seul travail, la seule entrée d'argent que j'avais. Et c'était le mois de juillet.
Et le gars, il me dit, t'es à la gare de Monaco? Il me dit, écoute Raoul, attends-moi 5 minutes, parce que le local, il est en face de la gare de Monaco. Je prends mon scooter et j'arrive. Dans ma tête, j'ai dit, ok, bon, viens, comme ça, je m'enlève le problème. Dans tous les cas, le truc, ça m'intéresse pas. Je regarde ce local, comme ça, il m'appelle plus. Ok. Le mec qui arrive, il m'ouvre ce beau local, tu vois, ouais, moi je voulais faire un garage de voiture, j'ai tout fait les travaux, j'ai dépensé 300 000 francs, 300 000 francs c'est 45 000 euros d'aujourd'hui, tu vois, j'ai donné 3 mois de caution, écoute Raoul, je t'explique un truc, il me dit, moi je t'offre tout, les travaux je les perds, je te les laisse à toi, les 3 mois de loyer, dépôt cautionnaire, 3 mois je te les laisse, et les 3 mois de loyer aussi. Ça veut dire que tu prends le local, tu payeras ton premier loyer le mois de septembre, tu gagnes 3 mois de caution. Dans tous les cas, il me dit, le propriétaire, il me fait tout sauter. Parce que moi, je ne veux pas continuer le bail et lui, il me fait tout perdre. Alors, plutôt que laisser tout au propriétaire, je te l'offre à toi. Il me dit, waouh, et combien tu payes? Et je paye 12 000 francs le mois. Le fait que j'ai fait les travaux, 300 000 francs de travaux, il m'a descendu le loyer. Moi, je dis, waouh. C'est pas qu'est-ce que j'ai besoin. Moi, c'est le prix que je paye pour le loyer de studio. J'ai dit, écoute. Et il me dit, oui, par contre, Raoul, tu peux pas réfléchir. Il faut que le propriétaire, il habitait au dernier étage, qui est tout l'immeuble à lui. Il dit, il faut qu'on monte à l'étage et on signe tout de suite. Comme ça, toi, tu prends son truc, parce qu'à partir de lundi, il m'enlève la propriété. Il me dit, ouais, c'est 15 juillet, il m'enlève la propriété. Il me dit, écoute, on monte à l'étage, le mec, tout un peu, il ne s'aimait pas les deux, d'accord? Une, il faisait faux de ne pas parler français, l'autre, il faisait faux de ne pas comprendre l'italien. Alors, il me regarde, il me dit, vous le connaissez, lui? Moi, il dit, écoutez, pas trop, je viens de le connaître, il m'a proposé son local, l'autre soir manger, comme ça. Alors, écoutez, on commence à parler, on est parlé devant la porte, il ne nous faisait même pas rentrer chez lui. À un certain moment, le mec, il dit, on parle un peu, je lui explique mon accident, j'enlève ma casquette, j'avais la cicatrice, le mec, il reste un peu, waouh. Tu sais, il était âgé, il avait 60 et quelques années, 65, 68 ans. Petit français, beau, gros, sympathique, parisien, qui est marchand de biens, qui s'était installé sur la Côte d'Azur depuis 30 ans, tu vois. On parle, à un certain moment, il me dit, dans votre yeux, je vois mes yeux quand j'avais votre âge. Mais dis-moi, j'avais 27 ans. Et il me dit, je vois votre envie de faire, oh, magnifique. Oh. Alors il me dit, venez, on monte à l'étage. Et le mec, l'italien, il me dit, mon copain, il me dit, mais il nous fait monter, oui. Tu sais, depuis 1 an et demi que j'ai affaire avec lui, il ne m'a jamais fait rentrer chez lui. On se voyait toujours en bas, mais jamais. On monte, il avait le bureau là, Et il me dit, alors écoutez, lui je ne le supporte pas, hein, c'est man poli, monsieur, pas gentil du tout. Bah vous, je vous aime bien. Alors écoutez, il me dit comme ça, moi, lundi, je récupère le fonds, parce que je le mets dehors. Lundi, je récupère tout. Les 3 mois de loyer, dépôt cautionnaire, c'est à vous. Il m'a déjà payé 3 mois de loyer, c'est à vous. Il dit, écoutez, monsieur, j'ai dit, regardez, d'accord, vous me dites que lui, il est un peu méchant ici et là, mais c'est qu'est-ce qu'il m'a proposé lui? Il m'a proposé la même chose. Il m'a dit qu'il est dispo à tout renoncer. L'important, qu'il soit quelqu'un qui connaît, qui reprend le relais. Il dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Écoutez, j'ai dit, je suis un ex-pilote, comme je l'expliquais. J'appellerai Sparco, j'appellerai les jantes. À Monaco, il n'y a pas un magasin qui vend des tenues professionnelles pour les pilotes et tout ça. J'ouvrirai peut-être un magasin de ça. Qu'est-ce que je fais? C'est ça. J'appelle à Turin, à Sparco, j'étais pilote Sparco moi aussi. Je les appelle, je dis, écoute, qu'est-ce que tu penses? Tu crois qu'il y a la possibilité? Mec, il me dit tout de suite, Raoul, on te fait le magasin le mois de septembre, maintenant c'est juillet, laisse passer les vacances. Le mois de septembre, quand on rentre, on fait tout. Maintenant, il y a plein de saisons, les courses, après les vacances, on rentre, on se met là au mois de septembre, on commence à nous faire le plan de le truc. Ok. Alors, je sors de là, j'avais déjà signé le contrat. Il me dit, lundi, tu viens. C'est passé la chose qu'à la fin, j'ai pris un local, j'ai pris de l'argent. J'ai dit, c'était irréel pour moi, tu vois. Et je cours inviter à l'expansion économique à Monaco. Je vais là-bas et j'ai dit, écoutez, j'ai trouvé le local, vous voyez, je voudrais transférer l'activité de Raoul Marchisio comme pilote là-dedans. Entre-temps, je veux une extension de G social pour faire de la vente d'accessoires et tout ça, de voitures et puis combinaison de pilotes et tout ça. Et la fille, gentiment, elle dit, vous savez, monsieur, là-dedans, ça fait des années, c'est une quinzaine d'années qu'il n'y a que de garages de voitures. Je vous conseille de demander l'activité de vente de voitures. Achat, vente de voitures et location.
Moi, j'ai dit, madame, je ne connais même pas le domaine du marché des voitures. Ça ne sert à rien que je mette l'achat à la vente de voitures. Il me dit, ah, regardez, un jour ou l'autre, à Monaco sera une activité qui ne sera plus comme l'agence immobilière, tout ça, parce que quand il y en a beaucoup, Monaco, ils arrêtent de permettre d'ouvrir. Mettez-le dans le GIP social. Vous l'avez, ça ne vous coûte rien. Oui, ok. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je mets dans le GIP social, achat, vente de voitures. Aujourd'hui, on prend un cabis de RM Autosport. La première activité, c'est la gestion complète d'un pilote. Développement, études de marché, développement voiture, pièces détachées de compétition, tout ça, image de le pilote et tout ça. Et deuxième activité, c'est rez-de-chaussée, 5 avenue Prince-Pierre, le garage de achat, vente de voitures et location. Et comme ça, qu'est-ce que je fais? Le mois de septembre arrive l'autorisation, ça prend 2-3 mois pour avoir tout. Le mois de septembre, j'ai l'autorisation, je m'installe dans mon bureau. J'appelle Sparco, Sparco il prenait un peu de temps. C'était triste de voir tout le magasin vide sans rien dedans, tu vois. Je dis, écoute, j'appelle 2-3 copains qui avaient des belles voitures, je dis, vous ne donnez pas quelques voitures, je la mets dans la vitrine. Comme ça fait faux que je vends des voitures. Ah oui, mais nous, on ne veut pas vendre les voitures. Ouais, mais on les met dans la vitrine, comme ça, c'est sympa. Ok, Raoul, il me donne 3 copains à moi, il me donne 3 voitures. Il me donne un Ferrari 512 TR, la Viper, la RT10, la première, avec la targa jaune magnifique, c'était fantastique. Et un Ferrari 550 Maranello, oui, Ferrari 550 Maranello, je mets les 3 voitures dans la vitrine. Et un copain à moi, il me donne un Mercedes SML vraiment à la vente. Je le mets dans la vitrine là derrière. Il n'y avait pas les réseaux d'aujourd'hui, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Tout le monde y rentrait, mais vous vendez des voitures, vous vendez des voitures, vous vendez des voitures. Oui, je vends des voitures. Vous ne voulez pas m'occuper de prendre ma voiture en dépôt-vente? Et comme ça a commencé. J'enlevais les voitures de mes copains, j'ai mis dedans les voitures. Je prends une Saab cabriolet à la vente, argent, cuir bleu, capot bleu. Et c'était ma première vente que j'ai fait à Monaco, à l'éclair d'un notaire de Monaco. Et j'ai vendu la première vente de ma vie. Et là, c'est parti à RM Autosport, vente de voitures. Et je lui dis, écoute, tu sais, j'ai commencé à vendre un peu de voitures. Bon, essayons, faites le projet, après on verra qu'est-ce que ça dit. Entre-temps, 1 mois, 2 mois pour avoir tout prêt pour commencer à travailler avec eux et faire la boutique Sparco à Monaco. Et j'ai laissé tomber parce que le garage, j'achetais, je vendais des voitures et j'avais commencé à faire ça et je me suis mis à faire ça. Et ça, comme par hasard, c'était sans le vouloir, la réinventation de Raoul, tu vois. Sans le vouloir, c'était fantastique. Et c'est RM Autosport que tout le monde y connaît aujourd'hui, qu'il est encore là, qu'il avance. Mais c'est une blessure sur le nerf optique et j'avais perdu le champ visuel complet. Et le champ visuel, pour le récupérer, il n'y avait pas les systèmes d'aujourd'hui, il n'y avait pas les lasers, il y avait tout ça. Il n'y avait que de la gymnastique à faire. Et moi, j'ai mis 1 an et demi à revenir. Et j'ai passé, ça c'était vraiment terrible, à me trouver à passer à mettre de grandes vitesses avec les voitures de course, être dans une chambre fermée, noire, à l'université de Touraine ophtalmologique, qui étudiait mon cas pour m'aider à revenir, dans une chambre fermée noire, avec une balle de tennis qui allait à droite à gauche, et moi avec le poing ferme, je devais chercher de voir la balle de tennis plus possible. Il y avait un clown, je devais regarder un poing ferme, avec le clown, je devais éteindre toutes les lumières. Au début, je voyais rien. Après, mois pour mois, tu verrais ton évolution. Au début, j'avais perdu les couleurs. Les couleurs, au bout de 4 mois, j'avais récupéré. Mais c'était pas facile. Être un jeune de 27 ans, 26 ans, avec un contrat Renault pour courir dans le championnat italien de rallye, 2 litres et tout. Moi, j'avais déjà commencé à travailler. RM Autosport, il marchait très bien. Je gagnais de l'argent, j'avais un enfant. J'avais ma fille Clarissa, qui avait déjà 7 ou 8 ans. Je devais m'occuper d'elle, l'entretenir, lui donner à manger. Je ne pouvais pas, même si j'étais très jeune, j'avais 28 ans, je ne pouvais pas me permettre de rester là dans rien, tu vois. Et pas dire je gagne rien, je peux attendre que je revienne avec les voitures de course. Et plus moi, qu'est-ce que j'avais fait? L'argent que j'avais gagné dans les voitures de course, que j'ai eu la chance de les gagner un peu, et j'avais tout de suite investi dans l'immobilier. Parce que j'avais peur d'être pas capable à le gérer,
tu vois, et j'avais peur de le bouffer mal, de faire quelques bêtises, de faire des trucs que je ne devais pas faire avec l'argent. Et alors je m'étais déjà acheté à la moitié d'un appartement en Italie où il habitait mon épouse, avec mon ex-épouse de l'époque, avec ma fille Clarissa, et je m'étais déjà acheté un studio à Monaco. C'est sûr que les prix, c'était pas les mêmes d'aujourd'hui, hein. Et avec un crédit immobilier, à la place de payer le loyer, j'avais déjà acheté ça. Mais ça, j'avais acheté déjà pendant que je courais en voiture, hein, pour pas après. Et à la fin, suite de l'accident, j'avais quoi? J'avais 500 000 francs à ma banque, j'avais les 75 000 euros d'aujourd'hui. Que le valeur d'achat de 75 000 euros, c'était bien plus beaucoup qu'aujourd'hui, c'est sûr, hein, parce que pour vous dire, un Ferrari 360 Modena, à l'époque, il coûtait 80 000 euros, un 993 Turbo, il coûtait 500 000 francs, il coûtait ça, vous voyez, d'occasion. Ça veut dire comme aujourd'hui, avoir une valeur de 250 300 000 euros, tu vois, et j'étais tout de suite parti, travaillant, et après, quand tu as faim, c'est beaucoup plus facile, tu vois. Parce que quand tu as faim, tu as même le petit bénéfice, tu vends tout de suite. Tu investis ton argent, tu vends, tu rachètes tout de suite, tu passes à autre chose. Boum, 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 boum. Une derrière l'autre, tu gagnes beaucoup plus qu'après que tu as un peu plus d'argent. Parce que quand tu as un peu plus d'argent, tu veux toujours attendre à gagner un peu plus. Quand tu n'as pas d'argent, tu es obligé de gagner tout de suite, et gagner. Tu fais en vitesse. Tu achètes aujourd'hui, je dis une bêtise, je dis, tu la payes 10 000 euros, à 11 000, tu la vends. Tu la payes 100 000, à 103, 104, tu la vends. Quand tu n'as un peu plus d'argent, tu la payes 10, tu veux faire 12 ou 13. Tu la payes 100, tu veux la vendre à 105, 106, 107. Et à la fin, tu attends, le marché ne devient pas rapide, ton argent ne tourne pas. Quand avant, ton argent il tournait à la vitesse de lumière. Une voiture achetée à 20 000, je la vendais 2 jours après à 22, peut-être même en marchand. Après, j'achetais une autre avant, il devenait 24, et tu doublais ton argent à la vitesse de la lumière. Les personnes ils faisaient beaucoup confiance à le garage de voitures, il y avait un super rapport, aussi donner les voitures en dépôt, ils ne donnaient pas les voitures à tout le monde, tu vois, parce que j'avais peur que le mec il disparaît. Ça, j'ai vu que ça arrive encore aujourd'hui, hein, qui font des magouilles énormes avec les voitures laissées en dépôt, ils ne payent pas les voitures aux clients, ils les payent après, quand ils croient encore que la voiture elle est encore en dépôt. Mais ça, depuis toute la vie, il y a toujours quelque chose comme ça. Et comme ça, mon travail est parti, une derrière l'autre. Et bon, à un certain moment, après, j'achetais beaucoup de voitures. J'achetais beaucoup de voitures en Italie, voitures compliquées à vendre en Italie, comme le BMW 328. En Italie, il y avait une taxe, il y avait la TVA à 38% sur les voitures plus de 2 litres. Ça veut dire, toutes les voitures en Italie, on avait l'N3, on n'avait pas l'N3, il faisait la BMW 320 IS. C'était que fait pour le marché italien, c'était un 4 litres. Le moteur de 2 litres 3 de l'N3 ramenait à 2 litres, 1 litre 1980. Il y avait 191 chevaux, il y avait la boîte de l'N3, mais il avait la coque de la 320 IS normale. Il y avait la SLK 200 compresseur, et vous, en France, vous avez la 230. La 200, vous ne l'avez pas. Nous, on avait la 208 Turbo Ferrari, et vous avez la 308. Rarement, sur le marché italien, on vendait les 308 parce qu'il y avait la TVA au 38%. C'était déclaré comme bien de luxe. Alors moi, qu'est-ce que je faisais? Quand j'ai ouvert le garage à Monaco, j'achetais énormément de voitures berlines. En Italie, il y avait la mode de les breaks et ils n'utilisaient pas la boîte manuelle. Cette époque-là, 98-2000, il y avait les BMW 320 diesel, ils étaient des breaks en boîte manuelle. En France, ils voulaient les 325 ou 330 essence en boîte auto et berline. Ils ne voulaient pas les breaks. L'Italie, ça faisait très mode d'avoir la voiture break, ça faisait très, très macho, classe, c'était tout les flambantes, ils avaient les voitures break en Italie, dans la Volvo, tout ça. Non, ça faisait très style un peu la voiture américaine. Et moi, à la fin, j'ai ouvert un siège en Italie de Renault Autosport, à Cuneo, ma ville. Aussi comme ça, j'avais l'excuse quand je rentrais pour aller voir ma fille en Italie, Clarissa, j'avais l'excuse que je peux aller chez elle, et je la voyais, je travaillais en même temps. Et j'avais le garage là-bas. Là-bas, j'ai acheté toutes les voitures très compliquées, BMW 530 essence, boîte manuelle berline, invendable. Les BMW X5 4 litres 4 essence, chez nous, étaient invendables. Chez nous, ils vendaient que des X3, X5 3 litres diesel.
ils n'achetaient pas des essences, c'était invendable. Et moi, j'achetais énormément dans les concessions. Je faisais des lots de 20, 30 voitures. Et les mecs, j'achetais cette voiture d'Italie pour après les exporter à Monaco. Et de l'autre côté, j'achetais des voitures à Monaco invendables, en France, comme les voitures diesel, personne n'en voulait. Moi, je me rappelle encore un copain à moi qui gérait un garage à Fontvieille qui s'appelait Prestige Car, Olivier. Un jour, je l'appelle, je demande à Olivier, ben, la voiture, elle est diesel, essence. Et lui, il me dit, ah, ça existe aussi diesel, pour te dire, tu vois. Et nous, on vendait que diesel. L'Italie, le marché italien, il demandait que du diesel. Il me dit, mais ça existe aussi diesel. Il n'avait jamais vu, pour vous dire. Tu vois, on parlait d'un BMW X5. Il me dit, et pour dire la différence du marché. Alors moi, qu'est-ce que je faisais? J'achetais les diesels ici et je les vendais en Italie. Et en Italie, j'achetais les voitures en vendables, essence, entre guillemets, vendables. Et il y avait un moment que tous les taxis de Monaco, j'étais copain de tous les taxis. Déjà, en face de mon garage, il y a toujours eu les stations de taxis. Les taxis venaient, je lui vendais toujours à eux, parce que c'est eux qui achetaient les séries 5 berlines, les séries 3 berlines. Boîte auto, essence, en Italie, invendable, la poubelle. Ils te les vendaient au 50% de valeur de marché. J'achetais chez toutes les concessions BM. Toutes les concessions BM, ils m'appelaient, s'il vous plaît, vous c'est vrai, il n'y avait pas Internet. Les mecs, ils ne savaient pas comment déstocker tout ça dans le stock de voitures d'occasion, tu vois. Et ils vedaient pas l'heure, ils voyaient pas l'heure. Moi, j'arrivais 10, 12, 14, 16, 20, via, et on chargeait tout ça à fond. Les Jaguars en Italie, les Jaguars Berlin. En Italie, peut-être ils donnaient même de l'argent pour enlever un Jaguar. Ils voulaient pas les voir, c'est un truc de fou. Invendable. Tu vois. Et c'est ça, c'est parti le travail comme ça. Et dans le 2000 à 2005, j'ai eu même le garage en Italie, ici à Cuneo, à quarantaine kilomètres où vous avez vu, j'ai eu l'accident. Et je faisais aller-retour tout le temps, 2 fois la semaine, 3 fois la semaine, je montais, je descendais. Et avec mon Carlo, qui est toujours avec moi depuis toute la vie, c'est lui qui gérait le garage à Cuneo, et on faisait ça. Lui gérait le garage là, moi gérais le garage à Monaco, et on faisait ça à fond. Et c'était magnifique. Et là, le garage jusqu'à 2005. Après 2005, j'ai vendu parce que c'était trop compliqué. Ils mettaient en doute ma position fiscale. Il y avait une recherche des Italiens résidents à Monaco. L'État italien il mettait en doute sur la position fiscale des personnes. Ils voulaient te faire payer les impôts de bénéfices que tu avais à l'étranger en Italie. Moi, je vivais à Monaco. Moi, tout le temps, j'ai vivais vraiment à Monaco. C'était pas une adresse fictive, c'était vraiment ma ville où j'habitais, où j'avais mon travail, où j'ai grandi mes enfants, parce que moi, j'ai mes enfants qui habitent là, qui ont grandi là, et j'ai tout le temps vécu là. Ma fille Clarissa, en 1991, elle est née là. Elle a grandi là de petite. Après, elle est venue à vivre en Italie quand j'ai divorcé de sa maman. 96, ensuite de l'accident, moi, j'ai divorcé aussi de sa maman. Et Clarissa, elle est retournée à vivre en Italie. Asia et Allegra sont nés à Monaco. Ils ont grandi à Monaco. Ils ont fait toute l'école à Monaco. Et ils sont restés là. Mais le fisc italien, il courait derrière ça. Et moi, je voulais pas avoir de problème. Quelqu'un m'a fait une bonne offre sur le garage que j'avais en Italie. J'ai vendu. J'ai collaboré encore pour beaucoup des années avec eux en Italie. Je donnais beaucoup de voitures. Je me prenais moins la tête. Comme ça, j'avais moins d'employés. Parce que la structure en Italie me demandait aussi d'employés, secrétaire, gérant, homme tout faire. Il y avait un beau, elle était grande la structure, elle était presque 800 mètres carrés, tu vois. C'était très bon. Et comme ça, RM Autosport est né, RM Autosport est là. Aujourd'hui, ça existe encore, est toujours là, toujours au même endroit, toujours. Et je suis passé déjà à la 3e génération de locataires, parce qu'il y avait le grand-père. J'ai vu les enfants de le monsieur qui m'avait loué. Et aujourd'hui, il y a les neveux de qui m'avaient offert, hein, qui m'avaient loué le magasin, c'est incroyable. Mais ils sont passés presque 30 ans. La prochaine année, ça fait 30 ans qu'RM Autosport existe, vraiment comme vitrine. Comme objet social, ça existe depuis plus de 30 ans déjà. Les amis, on est revenu à mon garage, chez moi. C'était pas facile, hein, je vous dis franchement. Waouh, c'était très dur. C'était ma première fois d'être là-bas, voir le trou. Je ne l'avais jamais vu, franchement, c'est la première fois que je vois ça. Et pour moi, c'était pas facile. Ce soir, ça n'était pas facile, parce que je pense que maintenant, je serai peut-être là dans le trou, encastré dans la voiture. C'était une émotion très très forte pour moi. Et maintenant, excusez-moi, ma réaction un peu comme ça, ben c'est la vérité. C'était ma première fois que j'ai vu ça. Je ne l'avais jamais vu. Je n'avais jamais eu la force de m'arrêter, de pas le voir. Et c'était très dur, parce que maintenant que je réfléchis à tout ça très fort. Mais voyez, regardez autour de moi, regardez qu'est-ce que la vie m'a donné, la vie il m'a donné après. Qu'est-ce que je veux vous dire, mon message, c'est ça.
tous les gens. Ne croyez jamais que le trou, même le fond de le trou que moi j'ai touché, parce que croyez-moi, c'était vraiment le fond de le trou, parce que c'était vraiment un gamin qui avait un rêve dans la vie, qu'il a suivi son rêve, il est arrivé au sommet de son rêve, parce que j'ai vu un contrat usine, j'ai vu tout ce que je voulais, je faisais ça, ma vie c'était que mettre de vitesse, et je cherchais toujours de m'améliorer jour par jour, je me faisais un entretien de physique de fou, et je me suis trouvé quoi, fermé dans des chambres noires, comme je vous racontais, sans plus rien avoir autour de moi, sans voir plus les voitures, sans plus avoir mon téléphone qui sonnait, on va faire des tests de pneus, on part, la Sicile, la Grèce, île de Madeira, à droite, à gauche, venir, repartir, les grands pilotes qui m'appelaient pour savoir comment j'étais, mes copains, Mickey Biason, tout le monde il m'appelait pour savoir, mais à la fin, plus pour partager des moments, mais pour voir que des nouvelles de moi. Et tout ça pour vous dire quoi? Croyez toujours en vous, soyez toujours très fort. Regardez qu'est-ce que je suis à côté, qu'est-ce que je suis en train de faire une vidéo magnifique. Regardez les voitures qu'il y a autour de moi. C'est vrai, c'est des années de travail. C'est que le résultat de beaucoup d'années, mais à la fin, la vie, ça vous donnera qu'est-ce que vous voulez. Croyez dans votre rêve, croyez dans votre passion, enfoncez et ne perdez pas le moral si vous allez toucher au trou comme j'ai fait moi. Vous inquiétez pas. Le fond, c'est jamais le fond. Il faut voir le fort pour venir et comme j'étais capable de le faire moi, vous serez capable de le faire vous. Voyez, moi, pendant mon descriptif, je le crée toujours. Croyez dans votre rêve, que les rêves deviendront un jour réalité. Et continuez comme ça. Soyez forts. Et suivez tout ça, les amis. Hein. Je vous demande, mais je vous remercie énormément parce que c'est tout ça, ça ne pourrait pas exister. Je ne pourrais pas continuer à vivre de ma passion et partager ma passion énorme avec vous. Ciao ragazzi. Et la prochaine vidéo, on la fait dans quoi? Avec elle, ou avec elle, ou avec elle, ou avec toi que tu regardes. Pourquoi pas? Moi, je préférerais avec toi. Et toi? Dai, viens avec moi.